Les scientifiques n'avaient pas initialement prévu d'explorer le sous-sol du tombeau traditionnel de Jésus. Cependant, lors d'une inspection structurelle de routine, une section dissimulée du sol fut découverte, rendant une analyse plus approfondie indispensable. Ce qui se trouvait sous la couche de marbre ne correspondait ni aux archives connues, ni aux attentes des chercheurs, ni aux représentations officielles admises jusqu'alors. La découverte surprit tellement les premiers spécialistes que les autorités ecclésiastiques ordonnèrent immédiatement la fermeture de la zone. Les travaux de réparation venaient de révéler une couche jusque-là interdite. Pendant de nombreuses années, les responsables de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem avaient évité tout projet de construction majeur autour de la chambre funéraire. Cette partie de l'église est soumise à une administration extrêmement stricte. Toute modification nécessite l'accord conjoint des églises grecques orthodoxes, catholiques romaines et arméniennes apostoliques, conformément à un accord pluriséculaire. En raison de ces règles, le sol situé sous le tombeau était resté en grande partie intact. Les inspections régulières se limitaient généralement à de légères réparations en surface. Cela changea en 2022, lorsque des ingénieurs détectèrent de faibles mouvements dans le sol en marbre autour de l'édicule, la petite structure qui abrite le lieu de sépulture traditionnel de Jésus. Au départ, les anomalies semblaient mineures, mais des mesures plus précises révélèrent que certaines parties du sol s'affaissaient lentement. La construction reposait sur un terrain instable, modifié par près de 2000 ans d'activité humaine continue. Des experts avertirent que sans intervention, un lieu central du christianisme risquait d'être endommagé de manière irréversible. Ces mises en garde forcèrent les autorités religieuses à agir. Habituellement, parvenir à un consensus entre les différentes confessions relevait d'une tâche extrêmement complexe. Cette fois-ci, toutefois, l'urgence ne pouvait être ignorée. À contre-cœur, mais d'un commun accord, les trois églises autorisèrent une étude scientifique. Les recherches devaient cependant se dérouler sous une surveillance stricte. Chaque confession délégua des représentants chargés d'observer l'ensemble des travaux menés à proximité immédiate du tombeau. L'atmosphère à l'intérieur de l'église était tendue et inhabituellement silencieuse. Les ouvriers savaient qu'ils pénétraient dans un espace que personne n'avait exploré depuis des siècles. Les archéologues reçurent également des instructions très précises sur ce qu'ils étaient autorisés à examiner. Seule l'étude de la zone directement située sous le sol en marbre, à proximité de la petite chapelle funéraire, était permise. Le temps était compté et les sirocroqués. Contraintes sévères. Malgré cela, une occasion unique s'offrait aux chercheurs. Pour la première fois, la science moderne allait être utilisée afin d'explorer les couches profondes situées sous ce sol. L'équipe travailla avec une extrême prudence lors de la préparation des instruments. L'objectif était de recueillir des données permettant d'assurer la stabilité de la structure sans perturber les éléments considérés comme sacrés. Le radar de pénétration du sol fut le premier outil employé. L'appareil glissa lentement sur le marbre, envoyant des signaux dans les profondeurs. Les images obtenues révélèrent des formes qui étonnèrent même les experts les plus chevronnés. Le sous-sol n'était ni plat ni homogène. Il présentait des élévations et des creux incompatibles avec un fondement stable. Les premières analyses suggéraient la présence de cavités, peut-être intactes depuis des siècles. Personne ne souhaitait tirer de conclusions hâtives. Toutefois, dans l'hypothèse où le sol en marbre pourrait être partiellement ouvert, des spécialistes se préparèrent à mener des analyses archéologiques microscopiques. Ils n'étaient autorisés à examiner que les matériaux meubles et la poussière, et seulement après le retrait de certaines dalles de pierre. Même cet accès extrêmement limité permit des recherches importantes. Les résidus de pollen, les types de sol et les minéraux pouvaient fournir des indices sur l'usage ancien du sous-sol. Lorsque la première plaque de marbre fut finalement soulevée, l'équipe s'attendait à découvrir des matériaux de réparation ordinaires issus de restaurations antérieures. Au fil des siècles, le tombeau avait été maintes fois consolidé, renforcé et recouvert. Personne n'anticipait une découverte exceptionnelle. Pourtant, au moment précis où la couverture fut retirée, le temps sembla suspendu. Sous la pierre apparaissait une terre fortement compactée, bien plus ancienne que prévu. Elle était stratifiée de manière dense et ne présentait aucune trace d'intervention moderne. Les chercheurs comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple remblai. Il s'agissait au contraire d'une surface ancienne, recouverte au fil du temps par des constructions ultérieures. Ce qui venait d'être mis au jour n'était pas une zone de réparation quelconque, mais un accès direct aux phases les plus anciennes du site, aux couches historiques enfouies de Jérusalem. Avec précaution, les archéologues commencèrent à retirer les strates visibles.
Ils s'attendaient à rencontrer un mélange irrégulier de matériaux de construction provenant de différentes époques. À la place, une succession clairement structurée de couches historiques apparut. La couche supérieure fut rapidement identifiée. Directement sous le sol moderne, se trouvait une couche de ciment datant du début du XXe siècle, ajoutée lors de rénovations antérieures pour niveler la surface. Cette strate témoignait de la fréquence des travaux de restauration. En dessous, des fragments d'un sol byzantin du IVe siècle furent découverts. Ces pierres provenaient de la phase de construction menée sous l'empereur Constantin et confirmaient que le site constituait très tôt un complexe cultuel officiellement reconnu, bien avant les transformations médiévales. La couche suivante se révéla encore plus significative. Les ouvriers mirent au jour des gravats fortement compactés, clairement liés à un projet de construction romain du IIe siècle. Les sources historiques indiquent qu'un temple païen avait autrefois été érigé à cet emplacement. Le sol avait été volontairement nivelé et densément tassé, suggérant que des structures plus anciennes avaient été délibérément détruites afin de faire place à de nouveaux édifices. De nombreux membres de l'équipe s'attendaient à ce résultat. Qui surprit en revanche fut ce qui se trouvait sous la couche romaine. Là, la nature du matériau changeait nettement. Au lieu de débris de construction, les chercheurs découvrirent un matériau typique de carrière, une fine poussière de calcaire, des fragments de roche et une terre soigneusement tassée. Des tessons de céramique issus de cette couche présentaient des similitudes avec des objets datant d'avant l'an 70 après JC. Les hypothèses antérieures se confirmaient désormais plus clairement. Au 8e siècle, la zone avait été activement utilisée comme carrière de pierre. Les données du radar de sol vinrent étayer ces conclusions. Les formes souterraines correspondaient à des structures de carrière connues dans d'autres secteurs de Jérusalem. Les géoscientifiques établirent que les dépôts résultaient d'un enlèvement intentionnel de matériaux et non d'une érosion naturelle. Soudain, l'espace situé sous l'église n'apparaissait plus comme un lieu d'enseignement sacré, mais comme un ancien site de travail industriel du Jérusalem antique. De grands blocs de pierre avaient été extraits ici du rocher à la seule force humaine, puis hissés vers la surface. Les analyses du sol confirmèrent cette succession de phases et montrèrent que les couches artificielles et naturelles étaient restées clairement séparées sur une très longue période. Cette distinction nette entre les strates indiquait que le site avait été peu perturbé pendant des siècles. Les dépôts étaient demeurés protégés et avaient conservé leur structure d'origine. Un autre indice important émergea des relevés effectués par le radar de sol. Ceux-ci révélèrent des lignes de démarcation correspondant aux limites connues de la ville de Jérusalem au Vieux siècle. Certains spécialistes en conclurent que le lieu de sépulture se trouvait probablement à l'origine en dehors des murs de la ville, conformément à certaines traditions historiques anciennes. Cette question fait encore l'objet de débats aujourd'hui, mais cette découverte modifia profondément la perspective des chercheurs. Une fois la couche de destruction romaine entièrement documentée, les archéologues tournèrent leur attention vers le sol situé en dessous. C'est là qu'ils rencontrèrent quelque chose de totalement inattendu, quelque chose de plus vivant que la pierre ou la poussière, une ancienne terre de jardin. En retirant les dépôts romains, l'équipe s'attendait à trouver de nouveaux vestiges de carrière. À la place apparurent des couches de terre sombres et riches en nutriments, incompatibles avec un environnement d'extraction de pierre. Elles se distinguaient nettement par leur couleur, leur texture et même leur odeur des couches rocheuses supérieures. Ce type de sol ne se forme que dans des zones volontairement aménagées et entretenues. Cette constatation suscita immédiatement l'attention. Le premier indice déterminant provenait de l'analyse pollinique. En laboratoire, des restes de pollen d'oliviers et de vignes furent identifiés. Il ne s'agissait pas de plantes sauvages. Dans le Jérusalem du 8e siècle, de nombreuses familles se possédaient de petits jardins soigneusement cultivés. Pour les chercheurs, ce détail revêtait une importance particulière, car les évangiles mentionnent que le tombeau se trouvait dans un jardin. La présence de ce pollen démontrait que le lieu n'était pas un ancien site industriel abandonné, mais un espace vert entretenu, utilisé et préservé par des habitants. Un second indice majeur apparut lorsque la terre fut encore retirée et que la roche sous-jacente fut mise à nu. Dans le calcaire avaient été taillées des plates-bandes rectangulaires peu profondes, régulièrement disposées et clairement structurées. Elles étaient trop symétriques pour être d'origine naturelle. Des sources juives anciennes décrivent précisément de tels jardins aménagés à proximité de tombes familiales où l'on cultivait des plantes lors des visites aux défunts. La disposition témoignait d'un soin constant et d'un usage personnel. Le jardin n'était pas un élément décoratif, mais faisait partie intégrante d'un ensemble funéraire.
Ces deux découvertes modifièrent radicalement le cours de l'enquête. Le sol attestait l'existence d'un jardin exploité au 8e siècle, tandis que les plates-bandes taillées dans la roche confirmaient un aménagement volontaire et réfléchi. Ensemble, ces indices menaient à une question centrale. Qu'y avait-il directement en dessous ? La couche suivante apporta la réponse. Sous le jardin apparurent des banquettes funéraires en pierre. D'abord, une surface plane et soigneusement travaillée fut dégagée. Il ne s'agissait ni de roches brutes, ni d'une trace d'extraction grossière, mais d'une banquette façonnée intentionnellement. Lorsque la lumière l'éclaira pleinement, plusieurs archéologues s'en approchèrent. La surface était lisse, régulière, et située à une hauteur uniforme. C'était une banquette funéraire, typique des tombes juives creusées dans le roc à Jérusalem au 8e siècle. Ces banquettes servaient à déposer le corps immédiatement après la mort, à le nettoyer, l'embaumer et le préparer pour l'inhumation. Les dimensions, la hauteur et la finition correspondaient exactement à des exemples bien connus de cette période. Au fil de la fouille, une deuxième banquette apparut à côté de la première, puis peu après une troisième. Toutes présentaient le même style de taille. La précision du travail montrait que des tailleurs de pierre expérimentés étaient à l'œuvre. L'agencement était réfléchi et suivait un plan clair. Il s'agissait là d'un tombeau familial typique et non d'une sépulture isolée. Lorsque les ouvriers se dégagèrent davantage la partie orientale de la chambre, ils découvrirent un élément nouveau. Sous des pierres meubles apparut une ouverture étroite et verticale, s'enfonçant profondément dans le rocher. Au premier regard, elle semblait insignifiante, mais après un dégagement minutieux, il devint évident qu'il s'agissait d'une coquée. Une coquée est une niche funéraire longue et étroite, caractéristique des tombes juives du 8e siècle. La présence conjointe de banquettes funéraires et d'une coque confirmait sans ambiguïté qu'il s'agissait d'un système d'inhumation complet et fonctionnel, et non d'un creusement accidentel ou d'une structure inachevée. La technique de taille apporta également des indices essentiels. Les traces d'outils visibles sur les banquettes et dans la niche correspondaient parfaitement à celles connues pour le 8e siècle. Coups réguliers, angles constants et maîtrise précise de la force exercée. Les spécialistes examinèrent soigneusement cette chambre à la recherche de traces de transformations ultérieures, notamment médiévales ou modernes. Ils n'en trouvèrent aucune. Les surfaces rocheuses étaient d'origine et ne présentaient aucun signe de remaniement ultérieur. Une particularité attira toutefois l'attention. Dans la paroi occidentale de la chambre se trouvait une niche dont la taille avait été interrompue brutalement. Le travail s'arrêtait soudainement au milieu de la structure. Certains experts se suggérèrent que les travaux avaient été arrêtés de manière inattendue, peut-être en raison d'un événement imprévu ou d'une nécessité urgente d'ensevelissement. Cette interprétation demeure hypothétique, mais la niche inachevée évoque clairement une situation de contrainte temporelle. Une fois la chambre entièrement dégagée, il devint évident que le jardin situé au-dessus n'était pas un élément symbolique, mais faisait partie intégrante d'un véritable ensemble funéraire du siècle. La structure et la disposition correspondaient aux descriptions anciennes de tels complexes. L'enquête semblait désormais approcher de son point culminant. La découverte suivante, issue de l'intérieur même de la chambre, allait transformer l'ensemble de la fouille. Lors de la documentation des banquettes et de la coquée, les techniciens commencèrent à examiner le sol de la chambre ainsi que de fines fissures dans la roche. Étant donné que la tombe avait été scellée pendant des siècles par des constructions ultérieures, il paraissait extrêmement improbable que des matériaux organiques aient pu se conserver. Malgré cela, les chercheurs procédèrent avec une extrême prudence. À l'aide d'un petit dispositif d'aspiration, les surfaces des banquettes furent nettoyées délicatement. Au fond d'une fissure très fine, directement contre la pierre, de minuscules filaments furent net découverts. Ils étaient à peine visibles, mais leur texture différait clairement de celle de la poussière ordinaire. Lorsque le matériau fut transféré dans un récipient stérile, l'un des experts s'immobilisa. La substance ne se comportait ni comme un résidu végétal ni comme de la terre meuble. Elle adhérait aux instruments, ce qui suggérait une origine textile. En laboratoire, les fibres furent observées au microscope. Les images révélèrent un motif de tissage clairement identifiable, d'une finesse qui ne pouvait être produite par des processus naturels. Le premier rapport décrivit ces éléments comme des fibres de lin torsadé. Cette conclusion suscita immédiatement de vives discussions. Le lin est un matériau fragile qui se dégrade rapidement dans des conditions normales. Sa conservation dans une chambre aussi ancienne était inattendue. Les équipements furent de nouveau vérifiés afin d'exclure toute possibilité de contamination. Ils étaient parfaitement propres.
D'autres prélèvements effectués sur les bords des banquettes livrèrent des filaments supplémentaires, identiques par leur structure et leur épaisseur. Il apparaissait clairement qu'un tissu avait autrefois reposé sur ces surfaces de pierre. S'il s'agissait bien d'un linceul, cela signifiait que les banquettes n'étaient pas seulement présentes à titre théorique, mais qu'elles avaient réellement servi. Un autre élément renforça cette hypothèse. Dans l'un des échantillons furent détectées des traces infimes d'huile ancienne. Il ne s'agissait pas de substances modernes, mais de résidus chimiquement altérés, caractéristiques de pratiques d'embaumement antiques. Plusieurs scientifiques appelèrent à la prudence, soulignant que des analyses complémentaires étaient indispensables. Néanmoins, les spécialistes rappelèrent que le lin imprégné de substances aromatiques faisait partie intégrante des rites funéraires juifs du 1er siècle. Cette corrélation ne pouvait être ignorée. L'importance de la découverte était considérable. L'architecture démontrait l'existence d'une véritable tombe. La présence de la coquée confirmait les rituels propres à l'époque. Mais les fibres dépassaient le simple cadre de l'histoire architecturale. Elles suggéraient qu'un corps humain avait effectivement été préparé et déposé en ce lieu. À ce stade de l'enquête, les chercheurs ralentirent volontairement le rythme des travaux. Chaque étape faisait l'objet d'une documentation précise, de photographies à haute résolution et de relevés tridimensionnels. Il ne s'agissait plus uniquement de préserver la stabilité de la structure, mais de conserver des indices potentiellement uniques dans l'histoire de Jérusalem. Les autorités ecclésiastiques, présentes tout au long du processus, observaient les procédures dans un silence attentif. Même parmi les représentants religieux, l'atmosphère avait changé. La fouille ne révélait pas de symboles ou d'objets spectaculaires, mais une continuité matérielle frappante entre les textes anciens et la réalité archéologique. Les spécialistes soulignèrent que rien dans les résultats obtenus ne permettait d'identifier un individu précis. Aucun os, aucun reste humain complet n'avait été découvert. Pourtant, la combinaison des éléments, le jardin, la tombe taillée dans le roc, les banquettes, la niche funéraire, les fibres de lin et les résidus d'huile correspondaient de manière remarquable aux descriptions funéraires du Haïe siècle en Judée. Certains membres de l'équipe évoquèrent la possibilité que la tombe ait été utilisée une seule fois. L'absence de remaniement ultérieur, l'état intact des surfaces et le caractère inachevé de l'une des niches allaient dans ce sens. Dans les tombes familiales, on observe généralement plusieurs phases d'utilisation, accompagnées